Dans cette nouvelle conversation du lundi, je vous invite à nouveau à pratiquer et à vous entraîner au doute systématique en faisant passer les médias dominants au détecteur de mensonges. Alors, suivez le guide. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 24 qui est encore consacrée, c'est le troisième volet, qui est consacré au doute systématique auquel René Descartes nous invitait il y a quelques siècles de cela. Et donc vous vous souvenez que dans le premier volet de cette trilogie de conversations du lundi, je vous avais parlé donc du doute systématique et de la nécessité de repenser le réel dans toute sa complexité. Et je vous avais invité aussi à vous poser 3 questions systématiquement. Première question qui était qui parle, donc quelle est la personne qui parle, est-ce qu'elle est compétente, est-ce qu'elle a des conflits d'intérêts, etc. La deuxième question c'était qui diffuse cette information, parce qu'il y a parfois des journalistes qui diffusent des informations mais qui ne sont pas l'auteur eux-mêmes de la pensée, de l'événement ou de l'information, et puis surtout qui finance la personne qui parle et la personne qui diffuse ou le média qui diffuse. Et je vous avais laissé là-dessus. Dans la deuxième vidéo de cette trilogie, j'avais fait allusion à la pensée complexe. Je vous avais parlé en long et en large de la démarche d'Edgar Morin, je vous avais parlé aussi de Karl Popper, je vous avais parlé aussi de Nietzsche, à propos de la nécessité effectivement de pratiquer ce doute systématique et d'embrasser le réel avec une pensée de plus en plus complexe et d'éviter justement la vision linéaire, la vision simpliste où on va proposer une solution simple à un problème complexe et où en plus on va proposer des solutions qui luttent contre le symptôme, qui luttent contre l'événement, sachant que lorsqu'on est dans ce genre de dynamique, eh bien très souvent on arrive exactement à l'effet inverse de ce qui était souhaité. Et si j'ai proposer ces 2 premières vidéos dans cette trilogie, c'est justement pour que vous soyez de plus en plus libre dans votre rapport à la réalité, dans votre rapport à l'information, dans votre rapport au monde tout simplement. Je vous rappelle que ce que je vise depuis, je dirais depuis que je suis professionnel en tant que formateur, en tant que conférencier, c'est-à-dire maintenant depuis 31 ans, eh bien, c'est vous donner un maximum d'outils pour que vous puissiez discerner par vous-même ce qui vous convient, mais aussi pour que vous puissiez discerner ce qui fait partie plutôt de la vérité et ce qui fait partie du mensonge. Alors dans cette 3e et dernière vidéo de la trilogie consacrée au doute systématique, je voulais partir d'un adage qui est devenu quasiment populaire. Moi, quand j'étais étudiant, en tout cas, on le répétait très très souvent en disant finalement, l'information, c'est le pouvoir. Et c'est vrai que j'ai été d'accord avec cela pendant très très longtemps. C'est pour ça que, en tant qu'étudiant, j'ai passé énormément de temps à m'informer sur toute une série de questions qui me passionnaient, que ce soit la géopolitique, que ce soit l'origine du tiers-monde et pourquoi est-ce qu'il y avait des pays pauvres sur la Terre et pourquoi est-ce qu'il y avait des pays riches sur la Terre et pourquoi ces pays pauvres, en plus, regorgeaient de ressources naturelles extrêmement précieuses comme le diamant, l'uranium, le platine, l'or, etc. Et comment ça se fait que ces mêmes pays étaient en même temps les pays les plus pauvres de la planète et où les populations étaient en train de mourir de faim depuis pas très très longtemps en plus, etc. Je m'intéressais aussi à la course aux armements, j'étais objecteur de conscience et pour moi c'était une aberration complète que l'on puisse imaginer qu'un jour on puisse faire sauter la planète avec l'arsenal nucléaire qui était stocké aussi bien dans les bases américaines que les bases russes et puis par la suite d'autres pays qui ont embarqué dans cette course à l'armement nucléaire. Mais en fait un jour je me suis rendu compte que ce n'est pas l'information qui est le pouvoir, c'est la manipulation qui est le pouvoir absolu. La manipulation de l'information qui est le pouvoir absolu. Donc en fait, si l'information c'est le pouvoir, ce qui est tout à fait vrai,
La manipulation de cette information, c'est le pouvoir absolu parce que à partir du moment où vous êtes capable de manipuler une information, vous donnez l'illusion à ceux qui reçoivent l'information qu'ils ont le pouvoir, alors qu'en réalité, ils n'ont absolument aucun pouvoir puisqu'ils sont en train de recevoir une information qui est manipulée dans un sens qui va, je dirais, dans la direction dans laquelle on a envie que vous alliez. Et donc, c'est clair que je me suis donc davantage intéressé à la manipulation de l'information et comment détecter la manipulation de l'information. C'est ce que je vais voir avec vous aujourd'hui. Alors, vous allez voir qu'il y a toute une méthodologie que je vais vous donner aujourd'hui. Donc, c'est quasiment un cours que je suis en train de vous donner aujourd'hui avec toute une série de questions à vous poser. Et ces questions à vous poser, il faudra les poser dans, je dirais, en 3 étapes successives pour que vous puissiez retrouver de plus en plus votre liberté, votre libre arbitre, votre discernement et que vous soyez de moins en moins dupe de la manière dont l'information est manipulée. Vous savez, quand j'étais étudiant, je suivais tous les jeudis midi des conférences presque improvisées données par des acteurs qui revenaient de l'un ou l'autre pays du tiers-monde et l'université invitait ces acteurs systématiquement à venir faire un compte-rendu beaucoup plus proche de la réalité de ce qui se passait en Amérique centrale, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, etc. Et c'est là que j'ai appris énormément de choses. C'est là que j'ai compris pour la première fois, donc j'avais 19-20 ans, c'est là que j'ai compris pour la première fois que l'information qu'on nous donne à la télévision est rarement le reflet de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et lorsqu'on a des acteurs de terrain qui ne sont pas dans des conflits d'intérêts parce que ce sont des gens qui, la plupart du temps, étaient partis là-bas avec des missions humanitaires dans le sens de vouloir aider les victimes des guerres, les victimes des famines, les victimes des épidémies, etc. et qui donc n'avaient pas de conflit d'intérêts sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan géostratégique, eh bien, ces témoins du terrain nous donnaient une information qui était nettement différente, sinon parfois totalement l'inverse de ce que les médias étaient en train de nous raconter à propos de la situation au Nicaragua, aux Philippines, en Amérique du Sud, en Afrique, etc., etc. Et c'est grâce à un de ces témoins qui, lui, œuvrait au Nicaragua, que j'ai appris de façon assez brutale que à l'époque, donc là je vous parle du début des années 80, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, à l'époque, la CIA consacrait 1/3 de son budget occulte à la manipulation des agences de presse internationales. Vous entendez ? 1/3 de son budget occulte. Alors c'est quoi le budget occulte de la CIA ? Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais le budget occulte de la CIA, c'est donc un budget qui n'est pas dans les livres comptables de la CIA. Ce n'est pas un budget qui est donc voté et approuvé par le Sénat américain. C'est donc un budget où la CIA se procure de l'argent de façon totalement illégale et de façon totalement invisible. Alors d'où vient cet argent ? Eh bien cet argent vient tout simplement du trafic de drogue international qui est contrôlé par la CIA. C'est-à-dire qu'en fait le plus grand contrôleur et trafiquant de drogue du monde, écoutez-moi bien, si vous ne l'avez pas déjà entendu de ma bouche, c'est la CIA. C'est-à-dire qu'en fait la CIA est un dealer de drogue à l'échelle mondiale et blanchit son argent, entre autres, et principalement avec la complicité de la Banque Vatican. Donc vous avez bien entendu, puisque le Vatican est un État, et ça je l'ai appris il y a quelques mois, le Vatican est un des 4 lieux sur Terre qui est hors toute juridiction. Ça veut dire qu'en fait, le Vatican ne peut pas être condamné par les lois ordinaires du monde, de la même façon que la City de Londres. Donc la City de Londres, c'est à ne pas confondre évidemment avec la ville de Londres. Il y a aussi Washington DC et il y a la Federal Reserve. Donc en fait, ces 4 lieux sont des lieux hors État. Ce sont des lieux qui sont hors juridiction et qui échappent donc à toutes les lois internationales. Bien.
Je ferme ma parenthèse sur le Vatican. Et donc la CIA contrôle toutes les agences de presse internationales, qu'elles soient américaines, européennes, asiatiques, russes, etc. Ils ont infiltré tout le travail qui abreuve finalement les journalistes. Donc en fait, on peut très bien un peu disculper les journalistes des médias mainstream parce que s'ils se contentent d'aller chercher leurs informations, d'aller puiser leurs informations à l'agence Reuters ou à l'agence France Presse, etc., pour prendre les francophones, eh bien, en fait, les journalistes sont victimes d'informations qui sont déjà manipulées. Et donc, évidemment, vous comprenez bien que étant donné aussi que ceux qui possèdent les médias réduisent de plus en plus les salaires, réduisent de plus en plus les budgets qui sont consacrés au journalisme d'investigation, eh bien, vous comprenez bien que ces médias mainstream, donc ces médias dominants, qui sont donc possédés par des gros actionnaires, par des grosses holdings financières, comme ils ont de moins en moins de moyens, ils n'ont plus les moyens d'envoyer des journalistes sur le terrain pour enquêter de façon approfondie. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne peut plus faire confiance qu'à des journalistes indépendants, qu'à des agences de presse indépendantes qui financent très souvent avec les abonnements de leurs lecteurs ou les abonnements de leurs écouteurs, je dirais, de leurs spectateurs, de leurs auditeurs. Ils financent leurs enquêtes d'investigation et très souvent, ils s'y retrouvent tant bien que mal, et je vous assure que connaissant quelques journalistes d'investigation, je peux vous dire qu'il n'y en a aucun qui roule sur l'or, aucun d'entre eux ne gagne le salaire de David Pujadas, par exemple, et ces gens-là, parfois, parviennent finalement à équilibrer leur budget en vendant des livres qui reflètent le résultat de leurs investigations. Donc ça, en fait, c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de journalisme critique dans le monde des médias dominants, c'est parce que finalement, ils n'ont pas de moyens. Et comme ils n'ont pas de moyens, ils sont obligés de se référer à des agences de presse dont l'information est manipulée. Et donc, finalement, sans le savoir, ils retransmettent de l'information manipulée. Bien. Donc ça, c'était, je dirais, un grand préambule à la méthodologie que je voudrais vous donner aujourd'hui pour apprendre à faire passer les informations que vous recevez au détecteur de mensonges. Alors, première étape, je dirais, première grande partie de ce que je voudrais vous dire, c'est de vous reposer, effectivement, chaque fois que vous êtes face à une information, vous reposez les 3 questions dont je vous avais parlé dans la première vidéo de cette trilogie, c'est-à-dire qui parle, qui diffuse, qui finance. Donc je ne reviens pas là-dessus, évidemment, je vous renvoie à la conversation du lundi numéro 22, mais j'avais envie de rajouter une question qui m'a été suggérée par un d'entre vous, et cette question c'est « mais à qui profite le crime ?» Parce qu'effectivement, on peut se demander « mais bon, ok, qui finance, d'accord, mais à qui profite le crime ?» Donc finalement, quelle est la finalité de nous donner cette information complètement biaisée, complètement manipulée? Et c'est là que, effectivement, quand on nous parle de guerre, par exemple, au lieu de regarder au premier niveau tout le côté atroce, horrible et inhumain des guerres, où la plupart du temps d'ailleurs, et de plus en plus, ce sont les civils qui encaissent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais toutes les guerres qui ont été menées par les États-Unis ces dernières années, depuis le 11 septembre 2001, ce sont des guerres qui ont fait très peu de victimes militaires, y compris dans le camp de l'ennemi, c'est-à-dire l'axe du mal, c'est-à-dire les gens en Afghanistan, les gens en Irak, etc. Et il y a de plus en plus de victimes qui sont des victimes civiles, c'est-à-dire des femmes, des enfants, des vieillards. Ce sont eux qui payent le prix de la rapacité, je dirais, et je n'ai même plus de mots pour qualifier la politique américaine, qui est une politique vraiment absolument génocidaire, qui est une politique absolument atroce et inhumaine. Mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Donc on peut se demander, mais à qui profite le crime? Pourquoi est-ce qu'on fait cette guerre? Parce que finalement, quand on regarde, et là il y a beaucoup de vent et j'espère que, donc alors je vais cacher un peu mon micro pour que vous n'ayez pas trop de vent dans le micro. Alors j'espère que ça va fonctionner comme ça. Donc, quand on regarde
la guerre qui a été faite en Afghanistan, dont on n'est pas encore sorti, la guerre qui a été faite en Irak, les menaces qui sont faites sur l'Iran, la guerre même qu'on a faite à Kadhafi en Libye, etc. Quand on regarde avec le recul, on se rend compte que ces guerres n'ont absolument rien arrangé et ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a annoncé au départ comme étant les bonnes intentions pour rétablir la démocratie et pour libérer les pauvres gens qui étaient je dirais, qui étaient menacés par l'intégrisme islamique ou par Al-Qaïda, etc. En fait, on se rend compte que les situations dans ces pays n'ont fait que s'aggraver. Les conditions des populations n'ont fait que se dégrader. Donc, en fait, on peut se dire, est-ce que ces gens qui sont si intelligents au niveau du Pentagone, au niveau du ministère de la Défense américain, est-ce qu'ils n'auraient pas pu se douter en se basant sur les expériences précédentes, comme la guerre du Vietnam, etc., est-ce qu'ils n'auraient pas pu se douter que faire une intervention militaire en Afghanistan ou en Irak, ça n'allait rien arranger et ça n'allait rien régler? Mais bien sûr qu'ils le savaient. Mais il y avait d'autres intérêts qui étaient en jeu et c'est là que la question à qui profite le crime peut être très très intéressante pour vous, pour justement comprendre ce qui se joue sur le plan international. Alors, par exemple, une guerre, ça peut profiter au complexe militaro-industriel. Hein? Ben, ça c'est sûr, les marchands d'armes, ils font leur beurre chaque fois qu'il y a une guerre. Donc vous pensez bien que le lobby militaro-industriel sur les gouvernements, sur les décideurs politiques, il est énorme. Vous ne pouvez pas imaginer les milliards qui sont dépensés par les marchands d'armes pour justement pousser les décideurs politiques à partir en guerre. Parce que chaque fois qu'il y a une guerre, évidemment, on peut faire des milliards de profits grâce à la guerre. Alors évidemment, il y a les banques aussi. Hein. À qui profite le crime? Je dirais que il faut bien vous dire que chaque fois qu'il y a une guerre, c'est qu'il y a des banques derrière. Parce que pour faire une guerre, ça prend beaucoup d'argent. Ça demande donc d'emprunter beaucoup d'argent pour acheter les armes. Donc il y a les guerres, il y a les banques qui vont faire énormément de profits en prêtant de l'argent, la plupart du temps, tenez-vous bien, aux deux camps. Au camp opposé. Parce que les banques, hein, on le dit d'ailleurs, l'argent n'a pas d'odeur, mais non seulement l'argent n'a pas d'odeur, mais l'argent n'a pas de couleur politique. Vous savez, dans la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas un secret pour grand monde qui est un peu informé de ce qui s'est passé. La banque Rothschild, qui est une banque juive, je vous le rappelle, a financé les deux camps de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire que la banque Rothschild a financé autant la France, l'Angleterre, les États-Unis qu'elle n'a financé Hitler. Alors que Hitler a décimé des Juifs dans les camps de concentration, mais la banque Rothschild n'avait cure finalement de savoir qu'Hitler avait un projet génocidaire à l'égard non seulement des Juifs, mais des Roms, des homosexuels, etc. Et ça n'a absolument pas dérangé cette banque qui s'est fait des couilles en or grâce à la durée de la guerre aussi et grâce au fait que énormément de moyens ont été mis en œuvre d'un côté par l'Allemagne nazie et d'autre part par ce qu'on appelle les Alliés. Voilà, donc il faut aussi vous dire que la guerre, ça profite donc aux banques. À qui profite le crime encore quand on parle des guerres? Eh bien, ceux qui participent à la reconstruction des pays une fois que la guerre est terminée. Donc là, ce sont toutes les entreprises de travaux publics, ce sont toutes les entreprises de construction qui vont se jeter sur les pays qui ont été dévastés, qui ont été démolis par les armements pour aller faire des contrats mirobolants, pour aller prêter main forte et pour prêter de l'aide aux pays qui sont complètement détruits. Et là, de nouveau, ces pays qui ont été complètement dévastés par la guerre vont devoir emprunter aux banques qui vont payer donc finalement les entrepreneurs qui viennent reconstruire les pays. Donc finalement, et la plupart du temps, les entreprises qui viennent pour reconstruire les pays sont les entreprises qui viennent du pays qui a agressé lui-même le pays qui a été démoli. Hein. Donc il y a beaucoup d'entreprises américaines et européennes qui viennent pour proposer leur aide pour reconstruire le pays une fois qu'il a été démoli par les armées américaines et européennes. Bien entendu, à qui profite le crime aussi, et ça je pense que vous n'en êtes pas dupe, c'est que ça profite aussi à
tous les gens qui sont intéressés par la mainmise sur les matières premières, que ce soit l'uranium, que ce soit l'or, que ce soit l'argent, que ce soit les diamants, etc., que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz. Je dirais qu'il n'est pas, on le sait que l'Afghanistan était une destination que l'armée américaine regardait depuis très très longtemps et elle cherchait à avoir un prétexte pour pouvoir envahir l'Afghanistan, pour pouvoir prendre le contrôle du grand oléoduc ou le gazoduc, je pense que c'était un gazoduc qui traverse l'Afghanistan. En même temps, c'était une façon pour la CIA de prendre la mainmise sur toute la production de drogue en Afghanistan pour pouvoir rapatrier dans les avions qui livraient du matériel militaire. Ces avions ne rentraient pas vides au Canada et aux États-Unis, ces avions rentraient bourrés de drogue qui allait être remise en place sur le marché nord-américain. Donc, vous vous rendez bien compte que là aussi, souvent qu'il y a une guerre, c'est une façon de prétexter une installation permanente de la puissance étrangère pour pouvoir contrôler le vol des matières premières qui se trouvent dans le pays qui a été attaqué. Je pourrais vous parler du Mali et de ce qui est en train de se passer au Mali actuellement, puisque là aussi, l'enjeu, très clairement, c'est la mainmise sur les matières premières qui se trouvent dans le sous-sol du Mali. Et donc, finalement, tout ça, c'est un simulacre, je dirais, de on va défendre la démocratie en allant sauver les pauvres populations qui sont sous le joug de Daesh ou de État islamique, etc. Tout ça, c'est de la mise en scène. Tout ça, ce sont des opérations sous faux drapeau, puisque l'État islamique est financé par les puissances occidentales pour foutre le bordel, pour qu'on ait après la possibilité d'aller remettre de l'ordre et sauver la démocratie. Vous voyez comme quoi il y a quelque chose de très machiavélique, mais à partir du moment où on a cette grille de décodage et de se demander mais à qui profite le crime, eh bien vous allez vous rendre compte que vos yeux vont s'ouvrir de plus en plus et vous serez de moins en moins enclin à suivre ce que le gouvernement vous demande de faire ou vous serez de moins en moins enclin à, à cautionner ce que votre gouvernement décide de faire et à lui donner finalement un chèque en blanc. Bien, donc je pourrais dire la même chose avec des attaques terroristes. Donc, j'ai déjà parlé de l'Afghanistan et de l'Irak, donc je ne vais pas y revenir. Je pourrais vous parler aussi des catastrophes climatiques, etc. Je vous ai parlé dans un de mes dossiers sur ma chaîne privée des opérations sous fausse bannière et je vous disais que le tremblement de terre d'Haïti était quelque chose qui avait été provoqué par une manipulation du climat via HAARP. Et comme par hasard, il y avait un pétrolier, il y avait un porte-avions américain qui croisait tout près d'Haïti la veille du tremblement de terre, ce qui a permis à l'armée américaine d'envahir tout de suite Haïti sous prétexte de sauver la population pour une cause humanitaire. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais lorsque les États-Unis ont mis le pied en Haïti, la première chose qu'ils ont faite, c'est fermer l'aéroport pendant plusieurs semaines pour empêcher l'aide humanitaire des autres pays qui voulaient venir en aide à la pauvre population d'Haïti pour pouvoir justement installer leur campement, pour pouvoir installer leur base militaire de façon permanente, de telle sorte qu'aujourd'hui, comme vous savez, en Haïti, dans le sous-sol d'Haïti, il y a aussi du pétrole, et bien pour que les États-Unis maintenant puissent bénéficier d'un endroit où ils pourront je dirais sans aucune vergogne, soutirer tout le pétrole qui se trouve dans le sous-sol d'Haïti. Voilà. Bien. Je sais que tout ça n'est pas très encourageant, tout ça n'est pas très réjouissant, mais je dirais que
Et ça, je tiens à le répéter encore maintenant, avant de passer aux deux autres aspects de la méthodologie que je voudrais vous donner, et ça va aller beaucoup plus vite. Mais je tiens vraiment à vous dire que si je passe du temps à décrypter l'information comme cela, comme moi je le fais depuis 40 ans, c'est tout simplement pour que vous ne soyez plus manipulés par les médias dominants et pour que vous puissiez prendre d'autres, je dirais, d'autres dispositions et d'autres positions à l'égard déjà des médias, aussi des hommes et des femmes politiques, et de leur faire savoir de façon explicite, et c'est ça que je veux aussi mettre en place à travers la création du mouvement des réenchanteurs et la création des cercles de réenchantement, c'est que nous allons ensemble voir comment nous pouvons ensemble réécrire une autre histoire, une histoire avec l'aide d'artistes, de créateurs, de chanteurs, d'auteurs, compositeurs, interprètes, etc., pour que nous ne soyons plus dupes des mensonges perpétuels qui nous sont délivrés et pour que nous puissions faire pression sur les gouvernements pour leur dire « on ne vous suit plus, on n'entre plus dans cette logique et nous voulons, à partir de maintenant, décider de quel sera notre futur en tant qu'humanité. » Bien. Et vous avez entendu que d'ailleurs dans la langue française, humanité, c'est non seulement la race humaine, mais c'est aussi faire preuve de bienveillance. Hein? Quelqu'un qui fait preuve d'humanité, c'est quelqu'un qui fait preuve de bienveillance. Ce qui est donc la preuve que l'humanité est faite dans son essence pour être bienveillante. En anglais, le jeu de mots est tout à fait similaire puisque l'humanité c'est humankind. Humankind c'est l'espèce humaine, hein? Kind c'est l'espèce humaine, mais humankind, kind c'est aussi gentil. Donc c'est la gentillesse humaine, vous voyez, donc c'est vraiment très intéressant que aussi bien en anglais qu'en français, on puisse se dire que l'humanité peut être comprise au moins dans deux sens. Donc en fait, c'est pour ça que je fais ça. C'est pas pour vous plomber, c'est pas pour vous déprimer, c'est simplement pour vous dire ça suffit maintenant. L'ère du mensonge a assez duré et il est temps que nous prenions notre destinée en main et que nous choisissions le futur que nous voulons pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants et toutes les générations qui s'en suivront. Bien. Alors, deuxième partie de cette conversation du lundi, c'est avant même de se référer aux journalistes d'investigation, avant de faire une analyse approfondie de l'information pour vérifier si ce qu'on vous raconte dans les médias dominants est plausible, est vrai ou est complètement de la bullshit, comme diraient mes amis américains, eh bien, vous pouvez déjà commencer par un premier filtrage. Donc ça, c'est la deuxième partie. La première partie, c'était vous poser 4 questions. Hein, c'est qui parle, qui diffuse, qui finance et à qui profite le crime. Dans cette deuxième partie, c'est commencer par un premier filtrage au niveau du contenu. Alors que la première partie, c'était plus au niveau du messager, du média ou du médium, eh bien la deuxième partie concerne le contenu de ce qui vous est dit. Et donc là, vous pouvez vous poser quelques questions. Première question, c'est est-ce que le contenu qui m'est présenté pour l'instant dans cette émission de télévision, dans ce débat, etc., est-ce qu'il est partial ou est-ce qu'il est contradictoire? C'est-à-dire, est-ce qu'il donne la parole aux deux parties, c'est-à-dire ceux qui défendent la position et ceux qui rejettent la position, ou est-ce que ça nous est présenté de façon complètement partiale? C'est très intéressant de voir que dans 97% des cas, lorsqu'on vous parle de vaccination, on vous parle toujours uniquement des avantages de la vaccination et jamais on ne va inviter un contradicteur de celui qui va vous vanter les mérites de la vaccination. Par contre, les rares fois où on vous parle des dangers éventuels, plausibles, potentiels de la vaccination, pour essayer de calmer un peu les gens qui de plus en plus doutent de la vaccination, eh bien on va mettre une personne critique par rapport à la vaccination devant 5 personnes spécialistes et qui sont des partisans de la vaccination. Donc je dirais que ça, déjà, ça devrait vous allumer une lumière à l'intérieur de votre conscience en disant « Ok, est-ce qu'on a invité les deux parties ou est-ce qu'on a invité une seule partie qui va chanter dans un seul sens ?»
Et là, vous pouvez faire ce travail aussi bien au niveau du terrorisme, au niveau des enjeux géopolitiques pour chacune des guerres, que ce soit les armes de destruction massive dont on nous a parlé en long et en large pour prétexter d'envahir l'Irak, etc. Donc vous voyez, ça c'est déjà un premier élément, une première question que vous pouvez vous poser comme détecteur de mensonges. Deuxième question, le contenu est-il présenté de façon absolue et catégorique, hein? Ça, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, hein, dans la conversation du lundi précédente. Est-ce qu'on vous dit que c'est absolu, qu'il n'y a plus de débat, que la science, que toute la communauté scientifique est d'accord avec ça, etc. Donc, chaque fois que vous entendez ça, ça doit allumer une lumière dans votre conscience. Est-ce que le contenu se présente de façon définitive? Troisième question à vous poser. Est-ce qu'on nous présente les faits de façon définitive et sans aucun doute? Hein, lorsqu'on vous a présenté l'incendie de Notre-Dame de Paris, bien entendu, on nous a présenté ça comme étant un accident dû aux travaux de rénovation. Ouais. Le problème, c'est que les travaux de rénovation, c'était uniquement fait à ce moment-là avec des marteaux et des clés pour monter un échafaudage. Il n'y avait jamais eu de... il n'y avait jamais eu de chalumeau et en plus l'incendie est parti de là où ne se trouvait pas l'échafaudage. Donc on peut se demander si vraiment cette présentation définitive et absolue que non, c'est un incendie accidentel, il n'y a rien de criminel là-dedans, eh bien ça devrait vous faire poser des questions et vous éveiller des doutes à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il y a des incohérences logiques dans le discours? Est-ce qu'il y a des impossibilités logiques, hein? Je vous ai parlé dans mon dossier sur les fausses bannières du 11 septembre, de l'ordre du temple solaire, etc. Il y a plein de choses illogiques. Un passeport qui se retrouve intact au pied des tours alors que tout a été pulvérisé et qu'on n'a retrouvé même aucun corps, aucune chaise de bureau, aucun bureau, rien du tout. Mais on a retrouvé un passeport d'un pirate de l'air tout à fait intact. Donc, est-ce qu'il y a des cohérences ou des incohérences par rapport aux lois connues, tout simplement, aux lois de la physique, aux lois de l'économie, aux lois de la biologie, etc. Est-ce qu'il y a des détails qui clochent surtout lorsque je regarde l'information en direct, hein? Là aussi, je vous en ai parlé dans mon dossier consacré aux fausses bannières. Lorsque j'ai vu personnellement qu'il n'y avait aucun débris d'avion sur la pelouse du Pentagone alors qu'un avion a à peu près 3 millions de pièces différentes, tout de suite j'ai compris que c'était une mise en scène et qu'aucun avion ne s'était crashé sur les parois du Pentagone. C'est évident, donc soyez attentifs lorsque vous écoutez un débat en direct, lorsque vous écoutez une émission en direct, lorsque vous écoutez un reportage en direct, soyez attentifs à tout ce qui cloche, à tous les détails, parce que si les détails clochent déjà, je dirais que la thèse officielle devrait vous allumer un certain doute à nouveau par rapport à ce qu'on vous raconte. Quoi d'autre encore? Est-ce que des coupables opportuns ont été désignés immédiatement? Est-ce que les coupables ont été désignés comme isolés? Là, je pense entre autres à l'affaire Dutroux qui a défrayé la chronique en Belgique il y a une vingtaine d'années et où on a essayé tant bien que mal de désigner Dutroux comme étant un prédateur solitaire et comme finalement quelqu'un qui travaillait tout seul pour son propre compte et pour sa propre consommation, alors que et les témoins gênants qui auraient pu témoigner en faveur des réseaux pédophiles qui remontaient jusque dans la magistrature et le palais royal de Belgique, eh bien ces témoins, comme par hasard, ont soit été discrédités, soit se sont tués dans des accidents de voiture bien opportuns juste avant d'aller témoigner devant le tribunal. Voilà, donc ça, ce seraient des questions à vous poser déjà pour faire un premier filtrage. Alors le premier filtrage, ça ne vous donne pas encore de réponse, mais ça éveille déjà le doute. Ça vous dit, ça vaudrait la peine que je creuse davantage cette question parce qu'il y a quand même des choses qui clochent, il y a quand même des choses bizarres. C'est quand même bizarre qu'il y ait juste une personne seule qui est désignée tout de suite comme le coupable. C'est quand même bizarre que les témoins ont disparu, c'est quand même bizarre que, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est la deuxième étape pour faire passer les médias au détecteur de mensonges, c'est de vous demander, mais finalement, est-ce que tout ça c'est correct ou est-ce qu'il y a plusieurs des questions
qui soulèvent un doute. Et c'est là que vous allez pouvoir passer à la troisième étape du détecteur de mensonges. La troisième étape, finalement, c'est chercher des confirmations. Chercher des confirmations à travers les faits. Alors ça, évidemment, la plupart d'entre nous, nous n'avons pas les moyens de chercher des confirmations à travers les faits parce que ça demande des semaines, des mois, des années parfois d'investigation pour retrouver les faits à travers un imbroglio de nuages de fumée qui essayent de nous embrouiller l'esprit et le cerveau. Et donc c'est là que, bon, si vous avez le courage, vous pouvez faire vous-même ce travail. Et entre autres, je sais que par exemple, M. Vuarnet a fait le travail parce que sa femme et son fils avaient été massacrés dans un des soi-disant suicides de l'ordre du Temple solaire. Et lui, il avait les moyens en argent pour enquêter des enquêteurs, embaucher des enquêteurs professionnels pour aller faire une contre-enquête. Mais bon, tout le monde n'a pas le temps ni les moyens en argent et en temps pour faire des enquêtes personnelles. Mais je connais des gens comme vous et moi qui sont retraités la plupart du temps et qui, plutôt que de passer leur vie à laver leur cerveau devant la télévision, eh bien, prennent un dossier en main et vont faire des recherches absolument incroyables et faire des découvertes que la plupart des journalistes professionnels n'auront pas faites. Mais la plupart du temps, en ce qui me concerne en tout cas, je vais m'adresser à des journalistes indépendants, à des médias indépendants. Je vous ai déjà dit que pour moi, un des critères de l'indépendance des médias, c'était les médias qui ne sont liés à aucun intérêt financier, qui donc la plupart du temps ont fait le choix de ne pas financer leurs activités par la publicité, mais uniquement par les abonnements de leurs lecteurs, de leurs auditeurs. Et donc, c'est vers des médias comme ceux-là que je vais me tourner, en me tournant vers plusieurs médias pour croiser les informations, pour mettre même les informations de ces différents médias en contradiction, pour justement petit à petit me faire une opinion de plus en plus fidèle à ce qui s'est réellement passé et aux véritables enjeux qui sont derrière les guerres, derrière les attaques terroristes, derrière les catastrophes climatiques, etc., etc. Alors, bien entendu, je voudrais quand même vous mettre en garde sur le fait qu'il faut malgré tout faire attention aux biais cognitifs, ce qu'on appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs, en fait, consistent à ne sélectionner que les informations qui vont dans le sens de vos convictions. Donc même quand vous choisissez des informations venant des médias alternatifs, des médias indépendants, faites attention parce que les médias indépendants, eux aussi, peuvent être victimes de la manipulation de l'information faite entre autres par la CIA. Donc il faut que vous gardiez également un doute vis-à-vis de toutes les informations qui vous sont données, parce que ce n'est pas parce que c'est publié par Nexus ou par le média ou par Thinkerview ou par toute une série d'autres, par Rue 49, etc. C'est pas parce que c'est, bon alors tous les sites américains que je ne vous cite pas, c'est pas parce que c'est publié par des médias alternatifs que nécessairement on est face à la vérité. Donc il faut garder une attitude qui consiste quand même à continuer à aller voir les arguments de ceux qui prêchent pour la version officielle et donc de confronter les deux. Vous voyez, sinon, vous voyez, quand moi je me suis battu contre la grippe H1N1 contre la vaccination H1N1 en 2009, eh bien, j'ai été lire avec ma collaboratrice, nous avons été lire tous les deux des informations qui étaient disponibles sur les sites des compagnies qui fabriquaient les vaccins. Et c'est là que nous nous sommes rendus compte que sur les sites des compagnies qui fabriquent les vaccins, les effets secondaires potentiels de ces vaccins qu'ils étaient en train de fabriquer étaient mis en place, mais n'étaient même pas répercutés ni par les médecins, ni par les médias dominants. Donc, c'est là où il faut vraiment éviter les biais cognitifs et se dire, voilà, quand je cherche des preuves que la légende du CO2 comme responsable du réchauffement climatique est véritablement une légende, mais je vais aller écouter ceux qui défendent cette thèse. Je vais aller voir
quels sont les éléments qu'ils mettent en avant pour démolir les arguments de ceux qui disent que non, ce n'est pas le CO2 qui est responsable du réchauffement climatique. Et donc, c'est un travail qui demande pas mal de rigueur intellectuelle et qui demande pas mal de détachement aussi, sinon on va se jeter évidemment sur les quelques articles qui corroborent ce que je crois a priori et je vais me trouver dans un autre biais cognitif tout aussi grave que ne l'est le biais cognitif des journalistes qui ne font que vous répercuter les informations sans critiquer ou parce qu'ils sont obligés de les répercuter. D'accord ? Bien. Alors, ce qui est intéressant dans le travail de recherche, c'est de regarder est-ce que les journalistes ou est-ce que moi-même, est-ce que nous avons été voir les documents officiels, les déclarations officielles, les vidéos qui ont été prises de ceux que nous voulons critiquer. Hein? Parce qu'à partir du moment où on a une déclaration officielle de la part de tel président des États-Unis, ben, on ne peut pas dire que ça ne s'est pas passé. Vous voyez, on aura beau nier, on aura beau nier telle déclaration du secrétaire de la Défense des États-Unis ou ceux qui défendent telle thèse vont dire « non, ça ne s'est jamais passé ben, ». Si vous leur mettez sous le nez telle déclaration, ben, c'est déjà plus difficile de commencer à soutenir la thèse qu'ils soutiennent si vous êtes capable de leur mettre sous le nez des documents officiels. C'est ce que j'ai fait quand je passais à la télévision et que j'étais face au ministre de la Santé québécois, où je l'ai traité de menteur dans une émission en direct, parce que j'avais les informations de déclarations qu'il avait faites quelques années auparavant. Et lorsqu'il a sorti quelque chose dans le débat qui l'opposait à moi, ben, je lui ai sorti la déclaration qu'il avait faite 3 ans plus tôt. Et bien entendu, il n'a eu strictement rien à répondre. Et je peux vous dire que le journaliste qui animait ce débat ce jour-là s'est fait vertement engueuler par le producteur de l'émission. Parce que l'émission, c'est à ce moment-là que je l'ai compris, parce que je les ai entendus gueuler suffisamment fort dans les couloirs, cette émission était faite pour me discréditer, pour discréditer en fait les gens qui critiquaient la vaccination H1N1 et en fait finalement ça s'est retourné contre eux. Bien, mais là, il faut absolument se baser sur des documents officiels. C'est ce que Thierry Meyssan a fait dans les différents livres qu'il a publiés à propos du 11 septembre. Il ne s'est basé que sur des documents qui émanaient du Pentagone, du ministère de la Défense et de la commission d'enquête, etc. Il n'a pas été cherché sur les réseaux sociaux. Donc arrêtez de dire que Thierry Meyssan est un complotiste, un conspirationniste. À partir du moment où il vous sort toutes les références sur lesquelles il se base pour dire ce qu'il dit, je vois difficilement comment on peut continuer à maintenir cette position, si ce n'est de refuser de lire ses livres et de rejeter d'un revers de la main le travail qu'il a effectué pendant des années. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Autre chose, c'est donc écoutez les acteurs de terrain, écoutez les témoins directs des événements. C'est ce que je faisais lorsque j'étais étudiant et lorsque tous les jeudis midi, j'allais aux conférences de la Fondation universitaire de coopération internationale au développement. Hein, en abrégé, c'était la FUCID. Lorsque j'entendais des gens qui revenaient du Burundi, qui revenaient du Rwanda, qui revenaient d'Angola, qui revenaient du Nicaragua, qui revenaient du Pérou, qui revenaient du Chili, etc. et qui nous racontaient une toute autre histoire, ben, j'avais plus tendance à les croire eux parce que je savais qu'ils n'avaient aucun conflit d'intérêts. D'accord ? Vous pouvez écouter aussi certaines ONG et je dirais qu'en général, si vous écoutez ceux qui travaillent au service des petits, des faibles, des sans-voix, ben, il y a beaucoup plus de chances que ces gens ne vous racontent pas de mensonges parce qu'ils ne sont pas liés aux énormes intérêts du complexe militaro-industriel, aux énormes intérêts de l'industrie du pétrole, de l'énergie, aux énormes intérêts des travaux publics pour reconstruire des pays, aux énormes intérêts du trafic de drogue, aux énormes intérêts du trafic des matières premières. Enfin du vol des matières premières des pays qui n'ont pas les moyens de se défendre. Vérifiez aussi si les lois de la physique, de la biologie, de l'économie des pays sont respectées dans quelque chose qui se passe. Bien entendu, hein, ça je l'ai dit en long et en large, donc je ne reviens pas là-dessus. Et enfin, replacez tous les éléments que vous aurez recueillis dans une vision la plus large possible.
Et c'est comme ça que vous allez comprendre que finalement, ce qu'on nous présente comme une attaque terroriste, par exemple, ou comme une opération de sauvetage de la démocratie, eh bien, comme ça s'est passé en Libye, comme ça s'est passé en Égypte, comme ça s'est passé en Tunisie, comme ça se passe au Mali actuellement, comme ça se passe en Algérie, eh bien, que la plupart du temps, ce sont des enjeux économiques, militaires, politiques ou liés à des matières premières qui sont là. Et ce n'est que quand vous allez reprendre tous ces éléments et que vous allez les mettre ensemble que vous allez enfin comprendre le sens des événements qui se passent sur cette planète. Donc, en conclusion, si je résume ce que j'ai dit, j'en suis déjà à plus de 45 minutes, j'en suis désolé, mais je pense que ça vaut vraiment la peine que vous écoutiez jusqu'au bout ce que je vous raconte parce que si je prends du temps pour le faire, c'est que je pense que ça vaut la peine. Moi, ça fait 40 ans que je suis entraîné à cette façon de voir les choses et bien entendu on ne me fait plus avaler des couleuvres comme on est capable peut-être de vous faire avaler jusqu'à présent. Donc en conclusion, première chose, examinez le média qui parle, qui diffuse, qui finance, à qui profite le crime. Deuxième chose, filtrez déjà le contenu à travers un premier filtrage personnel en vous posant un certain nombre de questions. Troisième chose à faire, confirmer ou non d'ailleurs les soupçons que vous avez eus en disant il y a des choses qui clochent là, ça vaudrait la peine qu'on approfondisse les choses. Voilà, bien. Donc, vous avez compris que si l'information c'est le pouvoir et si l'information manipulée c'est le pouvoir absolu, c'est-à-dire de notre point de vue c'est la perte de notre pouvoir justement, eh bien l'information parcellisée, ça c'est une chose que je ne vous ai pas dite juste avant, mais que j'avais noté dans mon petit carnet. L'information parcellisée, c'est non seulement une perte de pouvoir pour nous, mais c'est une perte de sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous présente les choses de façon très ponctuelle, très anecdotique, eh bien on a de moins en moins la capacité de comprendre la genèse d'un événement. Vous voyez, il n'y a pratiquement plus personne qui est capable de comprendre la situation en Algérie, en Libye, en Afghanistan, etc. Parce qu'on n'a plus le recul de l'histoire sur 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, de se rendre compte que Al-Qaïda a été l'allié de la CIA pendant un certain temps, à l'époque où ça faisait les affaires des États-Unis d'avoir des gens sur place qui repoussent l'influence de l'URSS au niveau de ce lieu stratégique qu'était l'Afghanistan. Vous comprenez? Et donc, d'ignorer le fait que Al-Qaïda a été formé par les troupes d'entraînement de la CIA, eh bien, c'est ne rien comprendre à pourquoi les États-Unis ont accusé Al-Qaïda d'avoir perpétré les attentats du 11 septembre et pourquoi les États-Unis sont retournés eux-mêmes en Afghanistan plutôt que de continuer à laisser faire le travail par Al-Qaïda. Vous voyez, mais quand on regarde des choses très ponctuelles et qui ne sont pas remises dans leur ensemble comme Descartes nous invite à le faire, eh bien, non seulement on a perdu le pouvoir parce que on a une information qui est complètement manipulée, mais en plus on a une information qui est complètement parcellisée, qui est découpé en petits morceaux, un peu de la même façon que mon ORL ne comprenait pas pourquoi j'avais des sinusites chroniques, alors qu'en fait, c'était simplement parce que je bouffais mal et que mon foie était complètement engorgé pendant tout l'hiver. Et donc, il fallait aider mon foie à se désengorger plutôt que d'essayer de cautériser mes sinus. Donc, un ORL ne comprend pas la logique d'ensemble du corps. Et n'importe quel spécialiste en médecine ne comprend rien à la logique du corps. Et c'est pour ça que ça fait très longtemps que je me suis détourné de tous les médecins. La seule raison pour laquelle j'accepterais de me faire toucher par un médecin, c'est si un jour j'ai un accident et où il faut me réparer. Je dirais que la seule bonne chose qui a été apportée par la médecine moderne, c'est la médecine réparatrice. Mais à part ça, écoutez, franchement, plus vous serez loin de votre médecin, mieux vous vous porterez. De la même façon que plus vous vous tiendrez loin des journalistes qui ne vous présentent que des aspects anecdotiques et parcellisés sans aucune mise en perspective et en contexte dans la complexité du réel, eh bien plus vous allez perdre le sens des événements et moins vous serez capable de reprendre votre vie en main.
D'accord? Et ça aussi, c'est quelque chose que nous allons faire au sein des cercles de réenchantement, c'est de réécrire l'histoire en reprenant les éléments d'histoire pour les remettre dans une pensée beaucoup plus complexe. D'accord? Bien. Donc, si vous êtes capable de retrouver une information transdisciplinaire, une information qui respecte la complexité du monde, une information systémique, une information globale et une information où vous avez été vérifié à l'aune des faits, des documents officiels et des témoignages de gens qui sont sur le terrain, eh bien là, vous allez retrouver un véritable pouvoir. Là, on ne pourra plus vous manipuler. Là, on ne pourra plus vous faire accepter n'importe quoi sous prétexte de nous protéger des méchantes sectes, des méchants terroristes ou des méchantes menaces climatiques. Ça va? Donc, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui et la fois prochaine, je ne sais pas si ce sera encore enregistré en Guadeloupe ou si ce sera enregistré lorsque je serai rentré au Québec. Ça, vous le verrez vous-même puisque je ne le sais pas à l'heure où je vous parle. Mais la prochaine conversation du lundi, j'aimerais vous donner la preuve qu'un certain nombre de mensonges énormes sont en train de s'effriter et de s'écrouler complètement. Ce sont d'excellentes nouvelles que je vous réserve pour les prochaines conversations de lundi. Alors d'ici là, prenez bien soin de vous et pratiquez à partir de maintenant le doute systématique. Je vous embrasse, à très bientôt.